Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau documentaire des dossiers secrets. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une opération qui s'est déroulée à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous savez, le Troisième Reich est encerclé. En 1945, à l'ouest, les Américains, les Britanniques, les Canadiens et les Français avancent sur le territoire allemand. Du côté de l'Est, les soldats de l'armée rouge avancent rapidement et agissent tel un rouleau compresseur. Mais depuis 1942, les Alliés bombardent la nuit et le jour les villes allemandes. Face au désespoir, une opération est envisagée, une opération psychologique visant à déstabiliser et faire douter les pilotes alliés à bombarder l'Allemagne. Nous allons donc plonger au cœur du Sonderkommando Elbe qui devait s'écraser contre les bombardiers alliés. Depuis le 6 juin 1944, les Allemands ne cessent de reculer sur tous les fronts. À l'ouest, le débarquement en Normandie les a fait reculer, bien qu'ils aient freiné les Alliés dans le bocage normand, qui sera pour les Américains un enfer. Mais avec l'arrivée de renforts, les Alliés continuent leur progression vers le Rhin. Après que Paris soit tombé, le commandement allemand sait que la France est perdue et qu'il doit désormais défendre sa frontière. À l'est, les soldats soviétiques ont déclenché l'opération Bagration et ils avancent rapidement au point qu'ils récupèrent les territoires perdus en 1941 lors de l'opération Barbarossa. À la fin de l'hiver 1944-1945, la Luftwaffe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne dispose plus que d'une poignée de pilotes expérimentés, survivants de 6 années de guerre ininterrompue, et ses avions n'ont plus d'essence. En effet, au 8 mai 1945, la Luftwaffe compte 3500 appareils qui sont encore en état de vol, mais qui sont cloués au sol à cause du manque de carburant. Depuis le début du conflit, elle a perdu 71 000 avions et 44 000 hommes qui sont soit tués, soit disparus. La dernière grande offensive stratégique de la Luftwaffe est l'opération Bodenplatte, qui a lieu le 1er janvier 1945 et qui vise à détruire les bases aériennes alliées au sud des Pays-Bas, à l'est de la Belgique et dans le nord-est de la France. Cette opération sera un véritable échec. Lors de celle-ci, la Luftwaffe perd 304 avions et 238 pilotes sont morts ou capturés. Les Alliés, eux, ont perdu 300 avions, mais ils seront très vite remplacés. La Luftwaffe n'a pas pu jouer sa dernière carte dans cette guerre, l'avion à réaction. Depuis 1937, des recherches étaient menées et devaient aboutir au premier vol expérimental en 1942. Cet avion se nomme Messerschmitt 262, ME-262, et est un biréacteur volant à 870 km/h, armé de 4 canons de 30 mm et surclassant les appareils alliés. Enfin, le seul qui se rapproche du ME-262 est le P-51 Mustang, qui peut voler jusqu'à 700 km/h et qui ne sera mis en service qu'en 1943. À partir de 1944, face aux bombardements alliés qui se multiplient au-dessus de l'Allemagne, le haut commandement allemand veut un avion d'interception rapide. Le ME-262 s'impose donc comme le choix numéro 1. Mais une querelle naît sur l'emploi de cet appareil. Adolf Galland, un as de la Luftwaffe qui a 104 victoires à son ardoise, qui est couvert de décorations et qui est le plus jeune général de la Wehrmacht, devient inspecteur de la chasse à partir de 1942. Il va sans cesse harceler Hermann Göring pour que la Luftwaffe se consacre entièrement à la défense des villes allemandes. En avril 1943,
il essaie le ME-262 et s'aperçoit tout de suite des avantages qu'il possède pour devenir un avion d'interception. Face à cette idée, Adolf Hitler ne souhaite pas parler de défense, mais d'offensive. Dans son esprit, il veut faire du ME-262 un bombardier rapide. Göring est d'accord avec cette idée également. Cependant, le ME-262 n'est pas fait pour bombarder, mais pour être un avion de chasse. Adolf Galland travaille avec énergie pour qu'une unité expérimentale de ME-262 d'interception soit constituée pour l'automne 1944. Mais suite à l'échec de l'opération Bodenplatte, le général Galland est limogé de sa fonction de General der Jagdflieger. À la place, il doit diriger en personne la Jagdverband 44, une unité qui sera essentiellement composée de ME-262. Les meilleurs pilotes se portent volontaires pour avoir l'honneur d'être sous son commandement. Ce n'est qu'à cette date qu'il est décidé d'employer tous les ME-262 dans la défense du ciel allemand. Environ 1000 unités vont être mises en production, mais seulement 350 aboutiront à leur phase opérationnelle. Mais il est beaucoup trop tard. Les bombardiers britanniques et américains déversent leurs bombes sur l'Allemagne. En 1942, 41 500 tonnes de bombes tombent sur l'Allemagne. L'année suivante, 206 000 tonnes. Et en 1944, 1 202 000 tonnes de bombes tombent sur le sol allemand. Le 3 février 1945, Berlin subit le bombardement le plus important. 1112 bombardiers américains larguent 2800 tonnes de bombes sur la ville. Il faut imaginer que Berlin à elle seule a subi 363 bombardements aériens. 10 jours plus tard, à 22h45, 245 bombardiers lourds Lancaster de la RAF répandent leurs bombes explosives et incendiaires sur Dresde, qui par ailleurs ne comportait aucun objectif militaire ou industriel. Le premier raid laisse la place à un second raid, où 529 Lancaster laissent tomber 3000 tonnes de bombes sur la ville. Cette ville, qu'on surnommait la Florence de l'Elbe, est en feu. Le lendemain à midi, 450 B-17 déversent 771 tonnes de bombes supplémentaires. La ville de 500 000 habitants, qui avait vu son nombre doubler à cause des réfugiés, retrouve entre 30 000 et 135 000 morts dans les décombres. De nombreuses personnes se sont réfugiées à Dresde parce qu'il n'y avait aucun objectif militaire et elles croyaient être à l'abri des bombes des Alliés. En vain. La guerre les a rattrapés. On peut compter sur la propagande de Joseph Goebbels pour parler de crimes et appeler toute la population à la résistance et à la vengeance. C'est dans cette atmosphère vengeresse qu'est née une opération spéciale, dont Hans-Joachim Hermann, dit Hayo, va être le promoteur. Tout comme Adolf Galland, qu'il croise à l'état-major opérationnel de la Luftwaffe, où il est nommé, il est un partisan inconditionnel des ME-262 en tant que chasseur d'interception. Pour lui, c'est le dernier espoir. Hermann est pilote. Il a été de nombreuses fois décoré et il a participé à toutes les campagnes, dont celle d'Espagne. Il s'est beaucoup fait remarquer par ses rapports tactiques et ses idées novatrices. C'est lui qui, au cours de l'année 1943, crée la chasse de nuit, et il est de surcroît nommé inspecteur de la défense aérienne de la Luftwaffe. C'est à ce poste qu'il entreprend une opération de type Taran, un mot russe qui signifie « bélier ». Cette opération ne ressemble pas aux opérations kamikazes des Japonais, où le pilote doit mourir. Elle laisse au pilote Taran une chance de survie. À l'Est, au début de la guerre, l'escadrille de chasse soviétique ne dispose que d'avions Polikarpov I-16. Ils étaient révolutionnaires au milieu des années 30, mais ils seront très vite surclassés par les Messerschmitt Bf-109. Cependant, l'avion soviétique est maniable dans un combat tournoyant à basse altitude, et il est plus rustique et solide, ce qui n'est pas le cas des bombardiers moyens allemands, dont les ailerons de direction et de contrôle sont encore en bois entoilé. L'attaque Taran consiste à hacher ses gouvernes avec la robuste hélice métallique du I-16. Beaucoup d'appareils allemands sont endommagés de cette façon, et le lieutenant Boris Ivanovitch Kobzan abattra 4 avions ennemis par Taran en survivant à chaque fois. Au sein des autres pays en guerre, les pilotes polonais, grecs, yougoslaves, japonais ont souvent mené ce type d'attaque, mais en y laissant la vie. Hayo Hermann a l'idée de faire la même chose. Il rencontre Hermann Göring à son bureau pour parler de ce projet. En attendant que les ME-262 soient assez nombreux pour assurer la défense du ciel allemand, il propose d'accomplir une action pour frapper l'esprit des Alliés et créer un véritable choc psychologique qui amènera à desserrer les taux de leur raid sur l'Allemagne, en suspendant certainement les bombardements de jour. Hermann Göring parle à son tour de ce projet à Hitler, qui lui donne son autorisation en février 1945. Le 8 mars 1945, un appel aux volontaires, signé de la main du Reichsmarschall,
est diffusée dans les unités de la Luftwaffe. La bataille décisive pour le Reich, pour notre peuple, pour notre patrie, a atteint son point critique. Pratiquement le monde entier est contre nous. Je m'adresse à vous pour sauver la vie de notre nation. Je vous appelle à une opération qui ne comporte que de petites chances de retour. Camarades, une place d'honneur sera vôtre dans l'histoire glorieuse de la Luftwaffe. Contre toute attente, plus de 2000 pilotes répondent à l'appel. La plupart d'entre eux ont entre 19 et 21 ans, et beaucoup sont en formation. Les vétérans se portent volontaires, mais Hermann les écarte de la liste, surtout ceux qui ont beaucoup de décorations. Et puis, il n'y a pas de place pour tout le monde. Face au manque d'avions, d'essence et d'infrastructures, l'opération montre ses limites. On parle de 3000 avions disponibles, mais seulement 300 pilotes sont sélectionnés. Sous le nom de Schulungslehrgang Elbe, ce qui signifie stage de formation Elbe, le centre d'entraînement est hâtivement aménagé à Stendal, à une centaine de kilomètres de Berlin, non loin de l'Elbe. Sur place, on le surnomme Sonderkommando Elbe, ce qui signifie équipe spéciale Elbe. 180 Bf-109 sont allégés au maximum, sont dépourvus de leur blindage et de leurs armements, à l'exception d'une seule mitrailleuse approvisionnée de seulement 60 balles. Avec très peu de munitions à bord, le duel est défendu. Le réservoir ne sera rempli qu'à moitié, puisque l'avion ne rentrera pas à sa base. De cette sorte, les Bf-109 pourront grimper plus haut, au-delà du plafond des chasseurs ennemis. Ils doivent monter à 36 000 pieds, l'équivalent de 11 000 mètres, puis ils plongeront en piqué sur une formation de bombardiers et devront viser l'empennage de queue. Les pilotes, pour survivre, proposent de s'éjecter de leur cockpit juste avant l'impact pour pouvoir sauter en parachute. L'entraînement est très sommaire, et il ressemble plus à un entraînement idéologique et psychologique. Vous êtes les défenseurs du peuple allemand. N'oubliez pas les femmes et les enfants morts dans les ruines de Dresde. Le 4 avril 1945, 2 jours avant l'opération, l'as allemand de la Luftwaffe, Heinrich Herrler, qui a 28 ans et qui a 208 victoires à son ardoise, pilote le nouveau et révolutionnaire Messerschmitt Me-262 à réaction. Il est l'un des rares appareils à cette date qui s'emploie à défendre Berlin contre les vagues de bombardiers alliés. Ce jour-là, Herrler abat 2 B-24 Liberator et il engage un 3e avion. Son ailier, Theodor Weissenberger, reçoit par radio « Théo, ici Heinrich, j'ai abattu 2 bombardiers. Je n'ai plus de munitions. Je vais percuter celui-là. Adieu. Rendez-vous au Valhalla. » Weissenberger voit les 2 appareils se percuter et s'écraser violemment au sol. Heinrich Herrler est tué et emporte avec lui tout l'équipage du B-24. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1945, les pilotes du Sonderkommando Elbe sont transférés dans 7 bases alentours. Hermann conduit l'opération à partir de la tour de contrôle de Treuenbrietzen, au sud de Berlin. Ce jour-là, le temps est clair et très froid quand l'ordre de décoller est donné. Les pilotes ne sont pas équipés de combinaisons de vol et ils ont très vite les membres du corps engourdis par le froid. Dans leur casque, les pilotes entendent des chants patriotiques entrecoupés de discours pour les motiver à cette opération. À ce moment-là, pour l'US Air Force, c'est un jour comme un autre. 1300 bombardiers de l'US Ace Air Force, couverts par 850 chasseurs d'escorte, se dirigent vers l'Allemagne. Les objectifs du jour sont nombreux, et l'un d'entre eux vise les aérodromes qui sont censés héberger les redoutés Me-262. Cette vague immense avance en 60 formations séparées, qui désorientent le centre de contrôle allemand. Les cibles sont trop nombreuses pour coordonner une attaque concentrée. Les Bf-109 n'ont qu'un demi-plein d'essence et ne pourront pas tenir longtemps dans le ciel. Beaucoup d'appareils sont en mauvais état et ils sont incapables de grimper à l'altitude requise. C'est le cas de l'appareil de l'aspirant Franz Josef Schmidt, dont le train d'atterrissage refuse de se rétracter. Il peut retourner à la base où il demande un autre avion. On lui donne un autre Bf-109, mais il est encore plus vieux que les autres et ne pourra jamais rejoindre son escadrille. Seul et vulnérable, il est attaqué par un chasseur américain. Il doit atterrir en secteur ennemi, où il sera fait prisonnier. C'est la même histoire pour le sergent-chef Müller, un vétéran pris à partie par 3 P-47 Thunderbolt quelques minutes après son décollage. Hermann, de sa tour de contrôle, ne contrôle plus rien du tout. Les actions sont réalisées individuellement. La première vague de bombardiers est composée de B-24 Liberator. Loin au-dessus de la formation, le Bf-109 du caporal Heinrich Rossner se prépare à plonger. En piqué, il opère un slalom au milieu des B-24, comme un requin qui cherche sa proie.
Après un large virage, il choisit de foncer droit sur le bombardier de tête, qui se nomme Pallas of Dallas. Face à cette manœuvre totalement inhabituelle, les mitrailleurs n'ont pas le temps d'ouvrir le feu. Le Bf-109 percute de plein fouet le cockpit qui se désintègre. Le choc est si violent pour l'avion allemand qu'une aile lui est arrachée et qu'il est propulsé sur un autre B-24. Les deux bombardiers s'abattent. Rosner, qui est tombé inconscient à cause du choc, réussit à s'extraire de son avion à flammes et saute en parachute. Il s'en sortira indemne. Les vagues d'assaut suivantes sont attaquées à leur tour. Heinrich Henkel se précipite sur le B-24 Sackheim, dont il percute la queue en utilisant son aile et son hélice comme une faux. Le mitrailleur de queue a juste eu le temps de crier en voyant l'avion se précipiter sur lui. « Bandit à 5 heures !» La masse de 2,7 tonnes qui, à 620 km/h, percute le B-24, lui arrache la queue et lui troue le fuselage arrière. Avec le choc, Henkel s'évanouit. Quand il revient à lui, il s'aperçoit que les ailes de son appareil sont arrachées, mais il parvient à sauter du cockpit. Il sera légèrement blessé en touchant le sol. L'équipage du B-24 s'en sort également. Le bombardier en perdition ne peut plus être maintenu en vol après s'être débarrassé de ses bombes pour s'alléger. 2 chasseurs Mustang vont l'escorter jusqu'en Belgique, mais il n'est plus en état d'atterrir. L'équipage saute avant que l'appareil ne se crache. Au début de l'attaque, les équipages des B-17 croient qu'il s'agit d'avions ennemis désemparés, mais au fur et à mesure, ils comprennent ce qui se passe. Les chasseurs d'escorte, qui ont également compris la situation, se ressaisissent et empêchent un Bf-109 d'attaquer un bombardier. De nombreux pilotes allemands se donnent la mort en percutant leur objectif, sans tenter de s'éjecter. Le sous-officier Klaus Hahn, lui aussi, prend la décision de se sacrifier. Mais le destin en décide autrement. Après avoir décollé, il se trouve isolé puis se retrouve cerné par 4 Mustangs. Il est gravement blessé au bras gauche, tandis que son avion pique vers le sol. C'est alors qu'il aperçoit une formation de B-17. Perdu pour perdu, il souhaite en entraîner un dans sa chute. Pilotant son appareil avec un bras, il réussit à percuter la queue d'un bombardier. Son aile gauche arrachée reste accrochée dans le B-17. Han est éjecté de son avion en étant évanoui. Il reprend connaissance après une chute libre et réussit finalement à ouvrir son parachute juste avant de toucher le sol. Le bombardier américain quitte sa formation pour ne pas entraîner d'autres appareils dans sa chute. Son pilote fait énormément d'efforts pour ne pas atterrir en Allemagne. Après avoir volé un long moment vers l'ouest, il atterrit en catastrophe et l'équipage craint les pires représailles. Mais la chance leur sourit, car les Américains ont tout juste capturé le terrain sur lequel le B-17 vient d'atterrir. Le sacrifice des pilotes du Sonderkommando Elbe n'aura pas suffi à assurer le succès de la mission du 7 avril 1945. 180 avions pour partir à l'assaut de 1300 bombardiers, c'est trop peu. Sur ce nombre, 60 avions ont dû revenir à leur base ou atterrir sans avoir pu remplir leur mission. 47 avions ont été abattus par la chasse américaine et 6 par les mitrailleurs des bombardiers. Seule une poignée de pilotes a réussi à percuter un B-17 ou un B-24. L'USAF, l'US Air Force, fait état d'une douzaine de bombardiers abattus, alors que la Luftwaffe revendique le double, soit entre 1% et 2% des bombardiers qui ont frappé le Reich ce jour-là. L'opération n'aura pas découragé les bombardements sur l'Allemagne, qui ont continué jusqu'à l'arrêt des combats. Le compte à rebours est lancé dans cette Allemagne totalement encerclée et détruite par la guerre. Hitler avait promis qu'aucune bombe ne tomberait sur l'Allemagne, une promesse de trop. Et le peuple allemand désespère et pleure la mort de ses enfants, de ses mères ou de ses pères morts lors de ces bombardements. La Luftwaffe, malgré les sacrifices, n'a rien pu faire à ces destructions, et Hitler, lui, s'est juré, dans un Berlin en ruine, de ne jamais pleurer le peuple allemand, qui, selon lui, est responsable de sa destruction et de sa souffrance. Les Allemands ont eux aussi essayé d'avoir leur modèle kamikaze, mais elle n'a jamais fait peur aux Alliés. Le ME-262 n'est pas le seul avion à réacteur fabriqué par l'Allemagne, comme le bombardier biréacteur Arado 234. Il sera le premier bombardier à réaction à entrer en service dans une force aérienne. Dans sa version de reconnaissance, celui-ci survole les plages du débarquement en Normandie le 2 août 1944 et continuera sa reconnaissance les jours suivants
en prenant d'impeccables photographies de la côte, du port d'Arromanches et les terrains d'atterrissage situés dans les terres. Il y a également le ME-163B Comet, conçu par Alexander Lippisch, pourvu d'un moteur fusée et qui marquera l'histoire, car il sera le seul avion fusée de l'histoire. Mais il était beaucoup trop dangereux pour les pilotes que pour ses ennemis. Les sites de lancement de l'avion seront identifiés et bombardés par les Alliés. Il sera retiré du front en février 1945. Après ces petites informations complémentaires, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère sincèrement que ce documentaire vous aura plu et qu'il vous aura appris de nouvelles choses. On se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire qui va vous plonger au cœur des dossiers secrets de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.